Bienvenue à tous à l'épisode numéro 2 de Sortir du moule. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de l'innovation et de la durabilité avec un regard tourné vers l'avenir de notre secteur. Premièrement, nous aborderons une initiative révolutionnaire dans le domaine des matériaux composites. Imaginez un monde où chaque rebut post-production ne finit pas en décharge, mais devient une ressource précieuse pour de nouveaux produits. Nous découvrirons comment des entreprises pionnières transforment les défis de la récupération et de la valorisation des rebuts de matériaux composites en opportunités, réduisant l'empreinte environnementale tout en créant de la valeur ajoutée. Ensuite, nous ouvrirons le sujet sur les emballages intelligents. Ces technologies promettent de révolutionner la manière dont nous entreposons, transportons et même consommons les produits. De l'amélioration de la durée de vie des aliments à l'intégration de capteurs capables de communiquer avec les consommateurs et les fabricants, les emballages intelligents ouvrent un monde de possibilités pour l'efficacité et l'engagement client. Une nouvelle tendance d'innovation qui ouvrira assurément de nouveaux marchés pour notre industrie. Enfin, nous nous pencherons sur les opportunités offertes par les divers outils d'intelligence artificielle dans la gestion quotidienne des entreprises manufacturières. L'intelligence artificielle est en train de transformer le paysage industriel, allégeant le fardeau de tâches répétitives et ouvrant la voie à une prise de décision plus rapide, plus précise et même à alimenter des réflexions sur de nombreux sujets. Nous verrons comment l'intelligence artificielle peut être un levier d'efficacité administrative pour les entreprises de notre secteur. Restez avec nous pour explorer ces sujets captivants qui non seulement façonnent l'avenir de notre industrie, mais ouvrent également la voie à des pratiques plus durables et innovantes. Préparez-vous car nous plongeons dans le vif du sujet dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pour débuter cet épisode, nous plongeons au cœur d'une démarche pionnière dans son secteur qui promet de transformer notre approche de la durabilité et de l'économie circulaire dans le secteur des composites. Nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial, M. Steve Patry, responsable du développement des affaires pour une initiative conjointe entre le Regroupement des industries composites du Québec, RICQ, ou mieux connu sous le terme RIC, et le Centre de développement des composites du Québec, mieux connu aussi sous l'acronyme CDCQ. Cette collaboration vise à relever l'un des défis majeurs de l'industrie, la récupération et la valorisation des rebuts post-production de matériaux composites. Les matériaux composites, connus pour leur légèreté, leur résistance et leur durabilité, sont au cœur de nombreuses innovations industrielles. Cependant, leur fin de vie représente un défi environnemental significatif. Cette initiative ouvre des perspectives nouvelles et enthousiasmantes pour l'industrie en proposant des solutions concrètes pour le recyclage et la réutilisation de ces matériaux. Cette initiative conjointe promet de redéfinir positivement les possibilités de l'économie circulaire dans le secteur des composites, marquant ainsi un pas significatif vers un avenir plus durable et responsable. Alors bonjour Steve, bienvenue à Sortir du moule. Bonjour Simon. Écoute, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, avec votre projet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi les matériaux que vous allez collecter, que vous allez récupérer, puis vous allez valoriser? Oui, en fait, les matériaux qui vont être réutilisés ou revalorisés, on va parler de composite, la fibre de verre composite, tout ce qui est en usine pour les usines de composite. On va parler aussi des plastiques souillés avec la résine, les cartons souillés avec la résine, de la résine qui va être polymérisée. En fait, tout ce qui va un peu en entreprise pourrait être un matériel qui pourrait être intéressant là, pour nous, pour la revalorisation, soit énergétique ou autre. Quand vous parlez de carton souillé, c'est quelle nature de carton? C'est qui sont déjà imprégnés de fibres, d'époxy, quelque chose comme ça? Oui, ça va être les cartons que souvent qu'ils servent en industrie. Quand ils vont mettre la fibre, là, soit de la fibre coupée ou quoi de même avec la résine, ben, ils se ramassent beaucoup de résine et de restants de fibres sur ces cartons-là. Même chose, des fois, ça va être des plastiques pour couvrir les murs ou encore des plastiques par terre aussi. Fait que tout ce qui est plastique, carton souillé avec la résine, ben, c'est certain que ça a une bonne valeur calorifique. Fait en valorisation énergétique, c'est très bon. Sinon, même dans les autres procédés qu'on va avoir, c'est certain que ça va être un bon matériel pour nous. OK, donc tout ce qui est contaminé ou qui a touché de la résine ou des produits thermodurcissables qui est contaminé par ce genre de matière-là, dans le fond, peut être valorisé.
Oui, tant que la résine est vraiment polymérisée, par exemple, pour éviter les risques d'incendie, là, pour vraiment que ça soit bien polymérisé, que ça aille décanter pendant, si possible, aller jusqu'à 24 heures, là. Ça va être un matériel qui va être bon pour nous. Parfait. Donc, une manipulation sécuritaire qui est envisagée. Puis, qui peut disposer de ce type de rebut-là auprès de votre initiative? Tous les mouleurs, c'est sûr que dans le RIC, Regroupement des industries en composite du Québec, on regroupe plus de 65-70 membres. On regarde, il y a plusieurs autres membres qui sont intéressés à venir. Fait que tout ce qui est membre du RIC, c'est certain qu'eux autres, il n'y a pas de problème, on est là. Et même ceux qui sont pas membres aussi, on est prêts aussi. Moi, je peux aller les rencontrer. On peut faire des caractérisations en entreprise, c'est quoi. Tout ce qui est mouleur, tout ce qui touche la fibre de verre. Et je vous dirais même ceux qui touchent le plastique, qui n'ont pas nécessairement de fibre de verre, mais qui ont du plastique, qui ne savent pas quoi en faire, qui n'ont pas de débouché pour leur plastique. Ça va être des clients potentiels pour nous aussi. Moi, je peux aller les rencontrer. Si on est capable de faire quelque chose avec ce qui n'ont pas de débouché, ben au moins, on peut éviter l'enfouissement à d'autres matériaux qui ne sont pas du composite, mais ça peut se mélanger avec ce qu'on a, ben ça va être parfait. On va le prendre sans problème. Puis dans votre initiative, il y a avec ça une plateforme que le Centre de développement sur les composites du Québec, là, le CDCQ, là, a développée. À quoi ça consiste, cette plateforme? Oui, c'est une plateforme d'économie circulaire qui va être en marche, je vous dirais, dans les prochaines semaines, là, bientôt. On travaille à la finaliser. Ça consiste à créer une synergie entre les entreprises, toutes les entreprises qui sont intéressées à faire, qui ont chez eux, mettons, de la matière première qui serait encore bonne pour quelqu'un d'autre, mais qu'eux autres est plus bonne pour eux autres, elle ne peut pas servir, soit que les quantités sont pas là, ou les grandeurs ou quoi. Euh, on, on va créer une synergie entre ces entreprises-là pour qu'ils puissent, que le rejet d'un peut devenir des fois la matière première d'un autre. Ça peut être de la matière première, ça peut être de la matière en fin de vie, quand même, qui n'ont pas de besoin, mais qui ont des bonnes pièces, que ça pourrait servir à un autre. C'est tout ce qu'ils sont prêts à mettre, on peut tout mettre sur la plateforme dans le fond, là. Donc, c'est pas nécessairement une plateforme pour des rebuts, c'est une plateforme même pour de la matière vierge, prête à utiliser, ou les deux? Les deux, les deux. On va mettre les deux, c'est certain que. Oui, puis s'il y a de la matière vierge, ben, c'est certain qu'on peut la réutiliser ailleurs, ben, c'est encore mieux. Si le client veut la vendre, ben, au départ, par souci de confidentialité, ça va passer par moi. Mais si le client désire vendre à un autre client, tu sais, ils peuvent établir un prix aussi. Tout va pouvoir se faire. C'est un genre c'est un échange qui va se passer sur la plateforme carrément, en passant par moi, mais ça va pouvoir. C'est ça, Tu as mentionné un élément important qui est confidentialité. Donc, le but de la démarche, c'est vraiment d'assurer la confidentialité. Donc, malgré qu'il y a un partage d'informations, puis de ressources, puis d'économie circulaire, il y a quand même un enjeu de confidentialité que vous allez préserver, ce qui fait qu'il n'y a pas personne qui va être capable de déduire un peu les productions ou les clients des autres. Donc, ça permet une démarche qui est ouverte, mais en même temps qui protège l'information de chacun. C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est certain que s'ils veulent être en contact directement, moi, je vais pouvoir les mettre en contact, mais s'ils aiment mieux garder la confidentialité, moi, je vais pouvoir traiter la demande entre chaque entreprise sans problème. Mais dans tout ça, si on regarde, là, combien ça coûte la plateforme pour participer, pour pouvoir disposer de sa matière, il doit y avoir un coût rattaché à ça? C'est certain qu'il va y avoir un coût rattaché. Notre objectif est toujours d'être en dessous du coût d'enfouissement. C'est certain que le coût d'enfouissement n'a pas fini d'augmenter dans les prochaines années avec la taxe de redevance qui augmente d'année en année. Mais le coût va être établi surtout selon les quantités, selon les disponibilités, selon les clients qu'on va avoir aussi. S'il faut créer une route de collecte en même temps pour ça, ben c'est certain que si on a des clients plus dans le même coin ou si on a plus de routes à faire, les coûts vont varier selon ce qui va être établi. Mais notre objectif est quand même d'avoir un coût raisonnable pour pouvoir éviter l'enfouissement à toutes ces matières-là. En même temps, c'est pas une business. Là. Il n'y a pas de profit, je pense, qui est envisagé. C'est de réussir à couvrir les coûts et d'offrir une solution abordable là, aux Oui, c'est ça. industriels. On veut une solution abordable. C'est certain que oui, on a des coûts à couvrir quand même, nous, de notre côté, autant pour la plateforme que pour le RIC aussi, pour toutes les interventions qu'on va faire, les caractérisations, ces choses-là. Mais en même temps, le but, non, c'est pas de créer un profit là-dessus, c'est vraiment de couvrir nos frais, mais d'éviter l'enfouissement à toutes ces matières. Ah, génial, ça. Et comment ça fonctionne, justement, ce processus de récupération, là, quand une entreprise veut disposer de matière, là, est-ce qu'il dépose une demande de récupération? Et y a-t-il du transbordement à faire, de la manipulation? Après ça, vous allez transporter ça. Est-ce que c'est lui qui s'occupe de vous l'acheminer? Comment ça fonctionne, tout le processus?
On va avoir différents moyens, je vous dirais. C'est certain que initialement, c'est moi que je vais me rendre en entreprise, rencontrer l'entreprise en question. Peut-être faire une caractérisation de ce qu'ils ont à sortir ou une caractérisation, quand je parle de caractérisation, ça peut être faire une tournée de l'entreprise, tout. On voit les matériaux assez rapidement quand même, puis savoir si on peut le prendre ou non. Et ensuite, oui, c'est certain que le transport, on vise à réduire le volume aussi dans les conteneurs, parce que c'est certain qu'avec du fil de verre, souvent, on voyage beaucoup d'air. Fait que là, on regarde peut-être pour avoir un genre de broyage mobile qui va pouvoir se promener d'entreprise en entreprise. Si on est capable d'établir ça, ben c'est certain que le transport va se faire directement au point de chute, là, au point de valorisation directement, autant que possible. Mais on ne sait jamais dans l'avenir, par exemple, s'il peut venir avoir un centre de transbordement ou des ententes avec des partenaires qui ont déjà des centres de tri, des centres de transbordement. C'est tout ce qu'on est encore à l'étude quand même de ce côté-là. C'est ça. Dans le fond, c'est le début du projet, donc il va se bâtir au fur et à mesure là, que la demande et l'offre va s'intégrer à ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, une fois que vous allez avoir récupéré cette matière-là, comment vous allez la valoriser? Qu'est-ce qui va arriver à la matière? Bon, on a différents choix pour la valorisation. Du côté du RIC, Regroupement des industries en composite du Québec, ben on travaille plus de volets recyclage par voie mécanique, voie thermique, ou encore la valeur pour la valeur énergétique, la valorisation énergétique. Et de ce côté-là, la valorisation énergétique, on a déjà une entente avec un partenaire, avec une cimenterie, qu'on peut envoyer du matériel. Ça débute aussi, on est encore au début là aussi, mais on est prêt à envoyer de la matière directement là. Et puis, du côté du CDCQ, pour la plateforme d'économie circulaire, ben, ça va être vraiment pour essayer de le recycler d'entreprise en entreprise, de faire virer de créer l'économie circulaire, justement. Là. De ce côté-là. Ouais, c'est ça. Faire tourner l'économie circulaire, être capable de boucler la boucle. Oui, c'est ça, boucler la boucle. Que le matériel puisse toujours revenir en force puis servir dans d'autres produits. En terminant, quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme? Qu'est-ce que vous visez à atteindre? Ben, à court terme, c'est certain que là, étant donné qu'on a déjà une entente pour la valorisation énergétique, c'est certain qu'on veut en envoyer le plus vite possible. On veut envoyer le plus de matériel possible, le détourner de l'enfouissement. Fait qu'on est prêt à commencer sur ce plan-là. Ça va débuter même dans les semaines qui viennent, ça aussi. Fait qu'à court terme, c'est d'aller chercher de la matière vraiment pour la valorisation énergétique. À moyen terme, la plateforme d'économie circulaire, ben même la plateforme, je pourrais vous dire à court terme, parce qu'elle va être prête dans les semaines qui viennent. Là. Fait que la plateforme d'économie circulaire, on a déjà plusieurs membres qui sont intéressés à y participer. Fait qu'aussitôt qu'elle va être en force, on va établir le gisement de ces membres-là et on va commencer à faire tourner ça. Et puis, le moyen terme, ben, c'est de mettre au moins ces deux choses-là en place, qu'on ait de quoi de régulier qui va rentrer là. Et à moyen long terme, je dirais, on étudie aussi d'autres avenues, dont la pyrolyse, où on va être capable de ressortir une fibre recyclée vraiment de ça, avec une huile pyrolytique. Là, on est à chercher des partenaires aussi pour prendre la fibre, prendre l'huile, et ça avance quand même bien de ce côté-là. Pour qu'on va avoir des partenaires, qu'on va avoir des places pour pouvoir utiliser ce matériel-là, ben, probablement qu'on va avancer beaucoup plus dans le projet de pyrolyse. Eh bien, merci beaucoup, Steve. Si les gens veulent te rejoindre pour pouvoir avoir plus d'informations ou pour pouvoir partager de la matière, comment peuvent-ils te joindre? Oui, ils peuvent me joindre par mon adresse courriel à Steve Patry, STEEVE, PATRY, à commercial ricq.ca. Sinon, sur mon cellulaire, je suis toujours joignable aussi au 819 le 388 8640. Bien, Steve, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Puis on se reparle dans quelques mois pour faire un petit retour, voir justement où ça en est rendu, puis tenir les auditeurs au courant. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, c'était M. Steve Patry, responsable du développement des affaires pour l'initiative conjointe entre le Regroupement des industries composites du Québec et le Centre de développement des composites du Québec. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet sous une autre forme que sous la forme d'une entrevue. Vous savez, Sortir du moule, c'est un nouveau balado. On est rendu à l'épisode 2. On teste différentes approches pour s'assurer de satisfaire votre curiosité, vos besoins et vous offrir un produit de grande qualité. Alors, pour les 2 prochains thèmes, plutôt que de faire une entrevue avec des spécialistes, mais ne vous inquiétez pas, on va le reprendre, cette formule, avec les prochains balados, je vais vous parler de 2 sujets.
sujet, dont le prochain, qui est l'innovation au service de la fraîcheur, si on peut dire. Donc, c'est l'avenir des emballages alimentaires. Vous savez, l'industrie des emballages est à l'aube d'une révolution. Elle est portée par des avancées technologiques qui promettent de transformer notre interaction avec les produits alimentaires. Et au cœur de cette transformation-là, il y a l'emballage intelligent. On commence à en entendre de plus en plus parler. Et au-delà de sa capacité à communiquer, parce que les emballages intelligents, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des emballages qui sont d'une certaine façon instrumentés dans sa matière. Et ça va offrir une protection sans précédent contre les éléments qui sont susceptibles de compromettre la qualité et la sécurité des aliments et d'offrir une foule d'informations pour le consommateur, pour les transformateurs et autres intervenants. Notamment, ça peut agir comme barrière innovante contre l'oxygène. Tout le monde connaît le fameux petit sachet de silice qu'on retrouve dans certains emballages pour absorber l'humidité, absorber l'oxygène, pour empêcher d'avoir une dégradation. Et bien maintenant, on peut le faire aussi avec des produits polymères qui vont lutter contre l'oxygène et qui est néfaste pour la conservation des aliments. Et ça va permettre de prioriser cette conservation-là. Donc, l'oxygène, en tant que tel, ça favorise la prolifération des bactéries, ça va favoriser l'oxydation des nutriments dans les fruits et légumes, les viandes, ainsi de suite. Puis même, on le voit dans les noix avec le rancissement qu'on découvre facilement par le goût qui est altéré. Donc, cet oxygène-là, ça accélère la détérioration des produits alimentaires. Donc, en intégrant des matériaux qui sont capables d'absorber l'oxygène directement dans les emballages, notamment en modifiant les polyéthylènes, on peut significativement prolonger la durée de vie des aliments. Donc, cette approche représente un pas de géant vers des emballages alimentaires plus sûrs, plus durables et qui vont sûrement devenir une norme industrielle dans le futur et ça va offrir beaucoup d'avantages. Donc, c'est important de commencer à étudier puis à travailler l'adoption de ces matériaux-là et même de voir à offrir aux clients, aux donneurs d'ordre, aux utilisateurs d'emballage, cette alternative qui pourrait être vraiment très intéressante pour notre industrie pour prendre un pas d'avance. Il y a aussi les emballages qu'on va dire actifs ou interactifs. Donc, l'évolution vers des emballages de cette nature, il marque le début d'une ère où la date de péremption va être remplacée ou pourrait être remplacée par des indicateurs de fraîcheur qui vont être beaucoup plus précis et fiables que des dates approximatives ou conservatrices qu'on va imprimer sur les emballages. Donc, ces technologies vont être capables de communiquer des informations claires sur la salubrité des aliments et ça pourrait révolutionner la manière dont les produits sont présentés et perçus dans les rayons des épiceries. En plus, si on ajoute certains additifs qui peuvent avoir des propriétés notamment antibactériennes, comme le chitosane, qui est issu de carapaces de crustacés, ça ouvre des perspectives prometteuses pour la prévention des intoxications alimentaires. Donc, c'est un atout supplémentaire à explorer et qu'il y a beaucoup de recherches et de développement faits sur l'addition de ces additifs-là qui sont d'origine naturelle avec des propriétés très intéressantes et qui peuvent venir révolutionner le domaine pour les fabricants d'emballages, mais surtout pour les utilisateurs de ces emballages-là. Il y a aussi la communication qui est au cœur de ce type d'innovation d'emballage intelligent. Donc, il y a une distinction majeure à faire dans les emballages intelligents dans leur capacité à communiquer des informations vitales sur l'état des aliments, qu'il s'agisse de la présence de bactéries ou de la détection de gaz indicateurs de détérioration. Les innovations dans ce domaine vont inclure notamment des étiquettes munies de puces électroniques qui sont capables de mesurer la température et de signaler toute rupture dans la chaîne de froid. Ces informations pourraient être alors transmises aux consommateurs par un changement de couleur de l'emballage ou par un simple scan d'un code qui offrirait ainsi une assurance supplémentaire quant à la qualité du produit. Donc, c'est une innovation qui prend de l'ampleur aussi de ce côté-là au niveau des recherches et développement dans les emballages intelligents. Il y a un élément important aussi à considérer dans l'avenir des emballages intelligents dans nos épiceries, c'est la question de la disponibilité de ces technologies innovantes qui est encore ouverte et qui est encore inconnue. Il y a quand même beaucoup de défis techniques qui devraient être résolus dans un avenir proche. Avec tous les travaux qui se font, on a beaucoup de chercheurs au Québec et même ailleurs dans le monde qui travaillent sur le développement de ces technologies-là. Il y a aussi la question du coût
et de la confiance dans ces technologies-là qui demeure une problématique parce que pour que les emballages intelligents gagnent la confiance des distributeurs, des consommateurs, il faut que leur fiabilité soit incontestable. Un emballage intelligent défectueux pourrait encourager le gaspillage alimentaire ou pire, la consommation d'aliments impropres. Donc, c'est un élément qui doit être indiscutablement pris en considération et adressé adéquatement par nos chercheurs, nos industriels pour assurer la fiabilité de la technologie. Alors, en conclusion, je vous dirais que les emballages intelligents représentent un potentiel immense pour l'industrie alimentaire et même d'autres secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et autres, en promettant des avancées significatives en matière de sécurité, de durabilité, de traçabilité. Alors, en surmontant les défis liés au coût, à la confiance en ces technologies, bien sûr, il ne faut pas oublier la recyclabilité aussi, la récupération, réutilisation de ces emballages, eh bien, ça pourrait définitivement redéfinir nos standards de fraîcheur et de qualité alimentaire et de produits de santé et marquer le début d'une nouvelle ère pour l'industrie manufacturière des plastiques et composites en développant, en rendant disponible ce type d'emballage aux consommateurs et bien entendu aux producteurs alimentaires. Donc, à surveiller, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes où on pourra approfondir la question avec des chercheurs, des fabricants de ce type d'emballage et voir comment l'industrie québécoise peut tirer profit, tirer avantage de cette opportunité technologique très intéressante et prometteuse. Maintenant, adressons le sujet de l'intelligence artificielle au service des entreprises manufacturières et on pourrait dire même comment les outils d'intelligence artificielle peuvent faciliter la gestion et la production dans le secteur des plastiques, des composites et des moules. On va avoir dans les prochains épisodes, encore une fois, des entrevues, des discussions très intéressantes avec des experts du domaine pour vraiment aller de domaine plus large à plus pointu en lien avec l'intelligence artificielle sur différents aspects de l'industrie polymère au Québec. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur la gestion courante des entreprises. Moi-même, dans la gestion courante d'Alliance Polymère, dans nos activités de création, d'idéation, de gestion, j'ai adopté de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui me donnent un sérieux coup de main pour sauver du temps et réussir à faire un petit peu plus de choses à valeur ajoutée et graduellement me délester des tâches plus répétitives ou des fois quand je suis trop surchargé, trop de choses à faire, l'inspiration ne vient pas, le cerveau est complètement empâté. Donc l'intelligence artificielle vient des fois nous aider à réfléchir, sortir des idées, brasser des idées, brainstormer comme on dit. Donc c'est intéressant d'explorer ce sujet-là et c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui avant d'aller dans une approche plus complète. Je vais vous montrer que l'intelligence artificielle, qu'on va souvent surnommer affectueusement IA, comme quoi que cette intelligence artificielle-là, c'est en fait l'ensemble des techniques qui vont permettre à des machines d'imiter certaines capacités humaines, par exemple la perception, le raisonnement, l'apprentissage, la décision ou la communication. L'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour automatiser des tâches, optimiser des processus, analyser des données, générer du contenu ou interagir avec des utilisateurs même. Vous avez sûrement remarqué dans certains sites Internet ou certaines lignes téléphoniques que vous appelez, que c'est une intelligence artificielle qui vous répond et de plus en plus de façon efficace et fiable, quoique ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une amélioration qui est phénoménale, là, que ça se fait à une vitesse folle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil puissant pour améliorer la performance, la productivité et la compétitivité des entreprises manufacturières. Mais maintenant, comment l'IA peut s'intégrer dans la gestion courante des entreprises de notre secteur? Quels sont ses avantages, ses défis? Pourquoi les dirigeants, les employés, les partenaires, nos clients auraient un intérêt à l'intégrer? Pourquoi il y a ces avantages et ces caractéristiques qui sont si précieuses pour gagner du temps et aider les entreprises à se démarquer et même, disons, à sortir du moule? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Donc, je vais vous présenter, pour commencer, 3 outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous faciliter la vie. Je vous parle de ChatGPT, qui est très, très connu. Je pense que c'est celui qu'on entend le plus couramment parler de l'entreprise OpenAI. Il y a Gravity Write,
un outil d'intelligence artificielle en ligne qui permet d'écrire des textes d'une longueur assez intéressante et un outil qui s'intègre facilement dans la suite Microsoft. On va parler de Microsoft Copilot, donc qui est un atout et un ajout à nos outils, aux principaux outils là, de cette suite qui est fréquemment utilisé là, par la plupart des gens. Tout d'abord, ChatGPT, c'est un assistant virtuel pour tous vos besoins en communication. ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle qui utilise un modèle de génération de texte pour créer des conversations naturelles et personnalisées avec vos interlocuteurs. Alors, GPT pour GPT dans ChatGPT, ça signifie Generative Pre-trained Transformer. Alors, si on explore chaque terme pour mieux comprendre, Generative, c'est une caractéristique qui indique la capacité du modèle à générer du contenu. Donc, contrairement à d'autres types d'intelligence artificielle, elle se concentre sur la classification ou la prédiction en se basant sur des entrées spécifiques. Donc, GPT peut créer des nouveaux textes qui n'existent pas encore en s'inspirant des informations et des structures de langage qu'il a apprises. Pre-train, cela signifie que le modèle a été entraîné au préalable sur un vaste ensemble de données avant d'être mis à la disposition des utilisateurs pour des tâches spécifiques. L'entraînement initial permet à GPT de comprendre, de générer du langage humain. Donc, après cette phase d'entraînement général, GPT peut être affiné ou adapté à des tâches ou des domaines spécifiques grâce à des techniques d'apprentissage supplémentaires. Et finalement, transformer ou transformer. Le transformer, c'est l'architecture sous-jacente de GPT. C'est une notion qui a été introduite il y a plusieurs années et qui représente une avancée majeure dans le traitement du langage naturel. Donc, cette architecture, elle est conçue pour gérer des séquences de données, comme par exemple des phrases ou des paragraphes, d'une manière plus efficace que les modèles précédents à cette architecture. Elle utilise aussi des mécanismes d'attention qui permettent au modèle de pondérer l'importance des différents mots dans une phrase, ce qui va faciliter la compréhension du contexte des nuances du langage. Ça, c'est important quand on demande de générer un texte, que ça s'intègre dans le bon contexte et dans la bonne utilisation et finalité que l'on souhaite obtenir. Donc, en résumé, GPT dans ChatGPT, ça désigne un modèle d'intelligence artificielle avancée qui est capable de générer du texte de manière cohérente et contextuellement pertinente en s'appuyant sur une architecture de réseaux de neurones sophistiqués qui ont préalablement été entraînés sur une large gamme de textes. Donc, ChatGPT maintenant peut être utilisé pour répondre aux questions de vos clients, fournisseurs, investisseurs, collaborateurs en utilisant un langage adapté à votre domaine et à votre ton. Considérant qu'on peut l'entraîner, il est possible justement de le perfectionner pour aller lui donner vos couleurs. ChatGPT peut également vous aider à rédiger des courriels, des messages, des rapports, des présentations en vous suggérant des formulations efficaces et pertinentes. Comme moi, vous êtes souvent débordé, tout s'empile, les tâches se succèdent, les demandes se succèdent, il faut agir rapidement, il y a souvent des textes génériques à faire ou des courriels de réponse, puis là, on manque de temps pour réfléchir comment on pourrait le formuler. Bien, de challenger ChatGPT avec ça, souvent, ça peut nous permettre de sauver du temps et beaucoup d'énergie à essayer de réfléchir, à se casser la tête avec des choses qui sont simples, en demandant à ChatGPT de nous donner des pistes ou de nous donner carrément la réponse. Donc, ChatGPT vous permet de gagner du temps, de résoudre les erreurs, d'améliorer la satisfaction et la fidélisation de vos contacts, de renforcer votre image de marque. ChatGPT est facile à utiliser, il suffit de lui donner un contexte, une intention, un public, et il va vous proposer des réponses ou des contenus adaptés. ChatGPT est également capable d'apprendre de vos retours, vos rétroactions, de vos préférences suite à vos demandes, à vos requêtes, et il va s'améliorer au fil du temps et vous offrir un service sur mesure. Il est bien entendu offert en formule gratuite avec une formule allégée ou moins performante que la formule payante, mais la formule payante est quand même assez abordable et considérant le temps que ça peut vous sauver, ça peut valoir la peine. Maintenant, Gravity Write, c'est un outil de rédaction assisté par intelligence artificielle aussi. C'est un outil qui va vous aider à rédiger des documents de qualité en respectant les règles de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, de style et de cohérence. Donc, c'est un outil vraiment, vous avez des longs textes à préparer, même des fois des textes promotionnels, différents outils de communication. Gravity Write va être un outil très judicieux pour ça. Il va même vous offrir aussi d'analyser vos textes, de vous proposer des corrections, des suggestions, des reformulations. Des fois, vous n'êtes pas satisfait de la formulation de vos textes. Vous pouvez demander à Gravity Write de vous reformuler le texte, de vous proposer des alternatives, des synonymes, des exemples, des applications.
explications, pardon. ChatGPT peut le faire aussi, mais Gravity Write, il y a quand même une spécialisation assez puissante dans ce secteur-là. Et ça va vous permettre aussi, comme cet outil-là, de vérifier d'une certaine façon la pertinence, la clarté, la lisibilité, l'originalité et même, dans un certain cas, la crédibilité de votre texte. Et ça, d'ailleurs, c'est un enjeu avec tout ce que vous produisez avec l'intelligence artificielle, c'est de vérifier vos sources de données, vérifier les informations qui vous sont soumises par ces outils-là, parce qu'il est arrivé fréquemment que des informations erronées ou mal interprétées ont été proposées et ça a pu amener des problématiques. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. ChatGPT, dans la plupart des cas, ne sera pas capable de vous donner les sources qu'il a utilisées. C'est des données qu'il enregistre. D'ailleurs, si on lui pose la question, es-tu capable de me donner les sources de tes données, où tu prends tes données, il va vous répondre que ces données viennent d'un vaste apprentissage et qu'il y a même une certaine limite dans le temps. Je crois qu'il est limité jusqu'en 2021, ce qu'il a acquis actuellement. Il n'est même pas à jour. Donc, ça amène des fois des enjeux de véracité d'information ou d'avoir quelque chose à jour. Donc, c'est des choses à faire attention de ce côté-là. L'avantage de Gravity Write, par contre, dans ça, c'est qu'il peut vous indiquer des sources de ces données, de ces faits ou même de certaines de ces citations. Donc, ça va vous permettre de mieux mettre en perspective, en contexte, là, vos informations obtenues. Gravity Write va vous aider aussi à améliorer votre expression écrite, à éviter le plagiat. On peut demander, même à ChatGPT précédemment aussi, là, d'écrire des textes qui sont exclusifs, exempts de droits d'auteur, qui sont non copiés puis qui sont uniques pour éviter justement les problématiques de plagiat. Donc, ça, c'est un autre élément très important à tenir compte. Et ça peut des fois vous donner des arguments intéressants pour renforcer vos argumentations, vous aider à structurer vos documents, vos présentations de vente ou de documents techniques. Ça peut vous aider aussi des fois dans certains cas à adapter votre niveau de langage au public que vous avez en cible. Et Gravity Write, autant que les autres, c'est des outils qui sont très simples à utiliser. Il s'agit encore là de lui soumettre les grandes lignes de votre texte ou votre texte complet si vous voulez un feedback instantané, personnalisé. Et Gravity Write va pouvoir aussi faire appel à ses sources de données ou aux accès par le web pour s'adapter au domaine spécifique là, qui lui est soumis, à l'objectif qu'on a, au ton qu'on veut avoir, parce qu'on peut lui dire est-ce qu'on veut un ton professionnel, un ton sérieux, un ton humoristique. Donc, si vous avez un texte au revoir à un employé ou vous voulez faire un texte de sympathie, quoi que ce soit, des fois, ça peut vous aider à donner le bon ton et la bonne approche pour s'assurer de ne pas rater la cible et que vous ayez un contenu qui est vraiment adapté à votre cible, à votre objectif. Microsoft Copilot, maintenant, c'est un assistant un peu de programmation intelligent. Microsoft Copilot, c'est un outil d'intelligence artificielle qui peut vous assister dans la création et le débogage de code informatique, notamment. C'est plus poussé. ChatGPT peut vous proposer des sections de code, peut vous proposer des débuts de programmation d'application. Si on approfondit, je crois qu'il peut en faire même plus. Mais Microsoft Copilot, avec surtout le reste de la suite Office, avec ses autres outils là, d'application personnalisée, s'intègre facilement avec Copilot et ça peut vous aider à avancer là, autant dans la création que le débogage de votre code informatique ou de nouveaux codes informatiques. Donc, Microsoft Copilot utilise notamment le modèle de génération de code qui est appelé Codex, qui a été entraîné sur des milliards de lignes de code qui proviennent de sources publiques. Donc, Microsoft Copilot peut vous aider à écrire du code en vous suggérant des lignes de code, des fonctions, des tests ou des commentaires. Microsoft Copilot peut aussi vous aider à corriger des erreurs, à optimiser des performances, à respecter des normes ou à documenter vos codes. Microsoft Copilot peut vous permettre de gagner du temps, de réduire des bugs, d'améliorer la qualité, sécurité de votre code, de faciliter la maintenance et l'évaluation et l'évolution de vos applications. Il est aussi facile relativement à utiliser. Encore là, il faut lui donner un contexte, une tâche, un langage et il va proposer des solutions adaptées. Microsoft Copilot est aussi capable d'apprendre de vos retours et de vos habitudes. Il va aussi s'améliorer au fil du temps et vous offrir un service personnalisé. Bien entendu, Copilot s'intègre dans Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint pour vous aider à créer des fichiers, des documents, des présentations, des tableurs, des présentations graphiques, des présentations PowerPoint. Donc, il y a énormément d'opportunités de l'utiliser un peu comme assistant personnel.
je vous dirais l'enjeu principal de ces trois outils-là et même d'autres outils, c'est la compréhension entre la machine et l'homme. Je vous dirais, ça fait drôle à dire, mais je me suis chicané plusieurs fois avec ChatGPT à propos de certaines utilisations lorsqu'on doit entrer des lignes de commande, ce qu'on appelle des prompts en anglais. Il faut être quand même assez précis et essayer plusieurs approches. Et encore là, c'est pas toujours clair. Je vous donne un exemple. Avec ChatGPT, on peut installer ou activer des extensions qui sont appelées des plugins là, dans l'application. Et on peut bonifier les fonctionnalités de ChatGPT dans ce cadre-là. Et en demandant à ChatGPT comment activer ces extensions-là, comment les utiliser, eh bien, il m'a répondu que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas cette fonctionnalité-là, que ChatGPT était autonome, ne dépendait pas et n'utilisait pas de plugin pour pouvoir fonctionner, alors que dans la page de commande, il y a un onglet, un menu déroulant pour choisir et installer des plugins. Ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres où j'ai essayé de le challenger, puis ses réponses n'avaient carrément pas de sens avec la réalité. Donc, pour beaucoup d'applications, ça va être très utile. On est capable de lui demander de préciser, de reprendre sa demande et d'avancer. Je vous dirais, plus ça va, plus j'approfondis l'interface de ces trois outils-là et même d'autres, et plus j'obtiens des performances et plus c'est utile. Donc, oui, ça sauve du temps, mais ça demande quand même un investissement de temps minimal pour pouvoir apprendre à les maîtriser et les utiliser adéquatement. Mais une fois que vous avez ça et que vous y allez graduellement pour les apprivoiser, vous allez voir qu'au quotidien, vous allez les utiliser quotidiennement et ça peut faire beaucoup d'applications dans la gestion quotidienne pour tous les types de postes là, dans une entreprise. Alors voilà, voici un bref aperçu de comment l'intelligence artificielle peut vous aider à gérer votre entreprise de manière efficace, plus productive, plus compétitive, à l'aide d'outils comme ChatGPT, Gravity Ride, Microsoft Copilot, et il en existe des dizaines d'autres. Donc, ce sont des outils parmi tant d'autres. Ce ne sont pas des recommandations. On n'endosse pas nécessairement ces outils-là, mais c'est des bonnes pistes pour débuter à apprivoiser parce que c'est des outils qui sont quand même établis depuis un certain temps, qui ont été testés, utilisés, qui continuent à évoluer rapidement, qu'il y a des grosses entreprises derrière qui les font évoluer. Donc, c'est des outils qui risquent de prospérer à long terme et de prendre encore plus de place. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être répondre à des besoins plus spécifiques. Il s'agit de faire des recherches et même n'hésitez pas à challenger ChatGPT probablement en lui demandant même quels sont les outils, ça je l'avais fait, d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider, en lui exprimant c'est quoi les besoins que vous cherchez. Et c'est ça qui est particulier. Il va être capable de vous nommer des compétiteurs, d'autres outils que vous pourriez prendre un abonnement à la place de ChatGPT pour répondre à votre besoin. Donc, il n'y a pas de blocage à référer d'autres outils, là, comme un humain pourrait vouloir le faire en évitant de référer ses compétiteurs. Donc, il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais comme une opportunité, mais à condition de l'utiliser de manière responsable, éthique, transparente et à bien vérifier, valider et à ne pas l'utiliser les yeux fermés. L'intelligence artificielle, c'est pas là pour remplacer l'humain, c'est là pour compléter notre travail, soutenir le travail, valoriser le travail. C'est un levier pour sortir du moule et innover dans notre secteur. Puis, dans une bonne part, de nous donner un sérieux coup de main dans un contexte particulier où on a une pénurie ou rareté de main-d'œuvre et on a de plus en plus de travail à faire et de plus en plus de communication à faire et de tâches numériques à faire. Alors, en espérant que vous aurez l'occasion de les essayer et nous, de toute façon, à sortir du moule, là, on vous promet de vous en reparler plus en profondeur avec d'autres experts pour approfondir et vous donner encore plus d'outils pour vous aider à avancer avec ces outils de nouvelle génération. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Sortir du moule, le balado qui vous informe sur l'industrie québécoise des plastiques, des matériaux composites et de la fabrication des moules. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions ou vos suggestions et à partager ce balado avec vos contacts. Visitez dès maintenant le site web polymerquebec.com. À bientôt.